Sébastien Chenu. Bonjour madame. Vous qui êtes vice-président de l'Assemblée nationale, comment réagissez-vous à la convocation par la police de Mathilde Panot, patronne du groupe LFI à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme ? Bon, on a le sentiment que tout LFI va finir devant les tribunaux, puisque je crois que Madame Obono peut être aussi possiblement concernée pour les mêmes choses à venir. Deux choses. D'abord sur la forme, évidemment, ça faisait davantage sourire LFI lorsque ça arrivait aux autres de se retrouver devant des tribunaux. Donc il y a un côté un peu arroseur arrosé, eux qui demandent toujours à voir leurs opposants politiques se faire traduire devant tous les tribunaux du monde. Quand ça leur arrive, c'est moins drôle. Au-delà de ça, sur le fond, moi je suis assez hostile à la judiciarisation de la vie politique. C'est-à-dire que, évidemment, je combats les propos de LFI, j'y suis très opposé, je pense qu'ils dépassent les limites, je pense qu'ils sont dans la course à un électorat et qu'ils le font pour des raisons bassement électoralistes. C'est ce soutien du Hamas, ou en tous les cas cette non-condamnation claire du Hamas. Je combats les propos de LFI, mais maintenant je pense que la politique ne peut pas se terminer devant les tribunaux. Le meilleur juge, c'est l'électeur. Et je pense que les électeurs jugeront les yeux grands ouverts LFI plutôt que des tribunaux. Alors pour être tout à fait précis, la France Insoumise ne dit pas qu'elle défend le Hamas, mais défend les Palestiniens, la protection des Palestiniens. Pas exactement, non, pas exactement. Si, c'est ce qu'ils nous disent quand ils défilent sur le plateau. Parce que défendre, oui d'accord, ça c'est ce qu'ils disent, mais non, mais il y a le titre et il y a le sous-titre. Parce que défendre les Palestiniens, moi je ne vois pas de problème à défendre les Palestiniens, un État palestinien, même une certaine forme de nationalisme palestinien. On peut défendre ça. Le problème, c'est que quand Mathilde Panot refuse de dire que le Hamas est une organisation terroriste, et elle a refusé, quand Madame Rima Hassan... Mais ils n'ont jamais validé ce qui s'est passé le 7 octobre. Non, mais il y a une différence entre valider et ne pas condamner et ne pas utiliser le mot terrorisme. D'ailleurs, il ne l'utilise jamais. D'ailleurs, il ne parle jamais non plus des otages. Ou Madame Hassan, lorsqu'elle fait des conférences avec un logo... sur la liste LFI. Oui, pardon, la candidate numéro 7 sur la liste LFI, quand elle fait des conférences avec un logo sur lequel Israël est effacé, ou quand elle appelle à un seul État, puisqu'elle est en dissonance avec le discours officiel. Écoutez, il y a des centaines de tweets où elle parle de son souhait d'un seul État. Donc si vous voulez, il y a le titre et il y a le sous-titre. Et mais en ça plus, veut dire, sont pas courageux, ils pour vous, ça constitue potentiellement une apologie du terrorisme ? Mais ça, c'est aux tribunaux de le dire. Non, mais moi, je ne suis pas un juge. Et c'est pour ça que je n'aime pas cette judiciarisation du monde politique. En revanche, je suis un électeur. Comme des millions de Français, je sais apprécier ce qui est dit, ce qui est sous-entendu, et les clins d'œil que fait Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise à un électorat qui est sensible, évidemment, à ses propos. Et le fait que ça se passe en pleine campagne électorale, encore une fois, comme vice-président de l'Assemblée, vous en pensez quoi ? Alors ça, évidemment, c'est pour ça que je trouve que la judiciarisation de la vie politique pose des problèmes de fond, on vient d'en parler, mais des problèmes de temporalité. Dans une campagne électorale, c'est quand même compliqué de voir des hommes et des femmes politiques qui sont en ce moment même candidats, devoir aller devant des tribunaux. Je trouve que ça, en tous les cas, ça perturbe le bon fonctionnement de la campagne électorale, évidemment. Et ça concerne aussi le RN. Vous parlez, juste avant d'aller sur le RN, juste une dernière question, parce que vous parlez de judiciarisation de la vie politique. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui était à votre place il y a 2 jours, lui, il parle d'une volonté du pouvoir en place de criminaliser les oppositions. Est-ce que vous dites la même chose ? Bon, en tous les cas, on sait que la Macronie est très friande de tout ça, mais parce que ils ont un rapport aux faits politiques qui est très éloigné, j'allais dire, de nos pratiques institutionnelles. L'idée de judiciariser tout, c'est une pratique anglo-saxonne, et la Macronie est bercée par cette philosophie anglo-saxonne. Non, mais là, derrière les dénonciations de la France Insoumise, il y aurait l'idée que l'exécutif piloterait, instrumentaliserait. Je ne dis pas ça. Moi, je ne dis pas qu'il le pilote. Mais je dis qu'en tous les cas, ils sont sensibles à ce côté anglo-saxon dans lequel tout termine devant un tribunal. La Macronie, c'est quand même non seulement gouverner contre le peuple, mais c'est gouverner sans le peuple et remplacer les politiques par un coup des experts, un coup des juges. Sébastien Chenu, je le disais, ça concerne aussi ces affaires judiciaires, le Rassemblement national. Fabrice Leggeri, ex-patron de Frontex, numéro 3 de la liste RN pour les élections européennes, est visé par une plainte de 2 associations, Ligue des droits de l'homme, Utopia 56, plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture. Cette procédure vous inquiète-t-elle ?
Non. D'abord, ce sont deux associations extrêmement politisées, extrêmement hostiles au Rassemblement national. Je regardais, la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Mme Vergia, était encore députée européen communiste il y a quelques années. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des gens neutres, ce sont aussi des gens qui mènent des combats hostiles au Rassemblement national et des combats pro-migrants. Donc, sur le fond, on n'est pas face à des adversaires ou face à des associations apolitiques, on est face à des adversaires politiques. Sur cet aspect-là des choses, qu'est-ce qu'on reproche à Fabrice Leggeri? D'avoir fait son boulot. Plutôt d'avoir essayé de le faire. Les deux associations lui reprochent d'avoir facilité des refoulements illégaux en mer de bateaux de migrants, alors que la Convention de Genève sur les réfugiés stipule qu'en mer, lorsque des personnes sont en danger, ce qui a été leur cas, le principe c'est toujours de venir d'abord en assistance et en aide. Non, alors rien n'a été fait en dehors de l'aspect légal, du droit de la mer en particulier. C'est pas ce que dit, pardon, Sébastien Chenu, mais c'est pas ce que dit un rapport de l'Office européen de lutte antifraude qui a précisément expliqué que Fabrice Leggeri avait travaillé dans l'illégalité, et ce sont ces conclusions du rapport qui ont conduit à la démission de Frontex de Fabrice Leggeri. La mission de Frontex, c'est bien de protéger les frontières européennes. Fabrice Leggeri a souhaité assumer cette mission. Il en a été empêché. Et pour cela, il a démissionné. Aujourd'hui, on vient dire, ces associations viennent, sur la base d'un rapport, viennent contester le fait que M. Leggeri ait voulu assumer sa tâche. Le tribunal appréciera. Mais il y a une manœuvre politique, là aussi, en pleine campagne électorale, pour tenter de discréditer un haut fonctionnaire qui n'a fait que son devoir, qui a souhaité le faire du mieux possible, dans le respect, je le redis, du droit de la mer et d'un cadre légal. Les tribunaux pourront apprécier, c'est pas vous. La question de la légalité dans les faits a été remise en cause dans ce rapport. Il y a peut-être un débat aux yeux de certains, moi je ne le crois pas, et M. Leggeri, aujourd'hui, est poursuivi tout simplement parce qu'il est engagé en politique. Fabrice Leggeri ne serait pas sur la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella, ne serait pas un des candidats sur lesquels que les Français découvriront ou découvrent pour le vote du 9 juin, il ne serait évidemment jamais poursuivi. Pardon, par là ces aussi, Sébastien Chenu, il y a une ONG allemande qui a voulu poursuivre justement M. Leggeri l'année dernière pour les mêmes raisons. Mais parce que leur projet, c'est l'immigration pour ces ONG. Ces ONG ont besoin d'une immigration ininterrompue pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer à exister. Vous savez, il y a des gens qui vivent sur le dos du fait migratoire. Mais en fait, derrière cette question, Sébastien Chenu, il y a la question du cadre légal dans lequel s'opèrent toutes ces opérations. Si jamais Fabrice Leggeri avait agi contre la loi, si la justice le confirmait, quelles conséquences le RN devrait-il en tirer? Moi, je ne le crois pas. Et donc, je fais non seulement totalement confiance à Fabrice Leggeri, mais les éléments que nous avons aujourd'hui nous permettent de dire que ce haut fonctionnaire a agi dans le respect de la loi. Les tribunaux apprécieront. Et je fais totalement confiance à Fabrice Leggeri pour savoir en faire la démonstration sans aucune ambiguïté. Il sera d'ailleurs dans le Nord, à mes côtés, samedi, à Abscon, pour une conférence débat. Sébastien Chenu, on vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h41. Mathilde Romagnan. Entre 1300 et 3200 postes sont menacés au sein du groupe Casino, annonce ce matin de la nouvelle direction du groupe de grande distribution aux représentants du personnel. Elle promet qu'1 millier d'emplois seront préservés au siège historique du groupe à Saint-Étienne. Plus de la moitié des vols seront annulés demain dans les plus grands aéroports de France à cause d'une grève des aiguilleurs du ciel. 75% d'annulation à Paris-Orly, 65% à Paris-Charles de Gaulle et à Marseille, 60% à Toulouse et Nice. Le principal syndicat des contrôleurs aériens menace d'une autre grève pour le pont de l'Ascension. Comment soulager les entrepreneurs de la paperasse? Un projet de loi de simplification est présenté ce matin en Conseil des ministres, avec par exemple la suppression progressive des formulaires administratifs CERFA ou encore la mensualisation des loyers pour les commerçants. Il pourrait être sacré champion de France. Dès ce soir, le PSG se déplace à Lorient et il sera couronné en cas de victoire et seulement si Monaco perd ou fait match nul contre Lille. Ce sont des matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 de football. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et Sébastien Chenu, député RN du Nord, dans le département voisin du vôtre, le Pas-de-Calais. Il y a encore eu un drame hier, la mort de 5 migrants, dont une fillette. C'est le deuxième drame sur cette commune de Wimereux depuis janvier. Le maire de la commune demande à casser les accords du Touquet qui font, dit-il, qu'on a une frontière anglaise sur notre territoire. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Bon, d'abord, une pensée évidemment pour ces migrants qui sont morts évidemment du fait des politiques qui sont menées, parce que la réalité c'est que ces pauvres gens qui se noient, c'est la conséquence des politiques qui sont menées. Est-ce que c'est pas aussi la conséquence du Brexit ? Non, je crois pas, si vous voulez. Des gens qui vivent dans un pays dans lequel il y a peu d'espoir feront tout pour s'en sortir. C'est-à-dire, ils accepteront d'aller traverser des mers, d'aller traverser des déserts pour essayer de s'en sortir. C'est intéressant, vous disiez ça mais bien entendu, parce que c'est une réalité. Il y a des gens qui, dans les pays dans lesquels ils sont, et demain, il y aura évidemment les problèmes des migrations climatiques, il y a des gens qui, évidemment, cherchent à fuir ces pays-là. Est-ce que la réponse, c'est pour autant de les accueillir ? Est-ce que la réponse, c'est le déménagement du continent africain en Europe ? Évidemment pas. Donc ça veut dire que la réponse, elle se cherche ailleurs, notamment, on pourra en parler longtemps, dans les politiques de co-développement, notamment dans d'autres politiques, mais en tous les cas pas dans des politiques d'accueil telles que nous les connaissons, parce qu'elles amènent des gens à prendre des risques, à mourir en mer et à arriver dans des pays qui n'ont pas les moyens de les accueillir. Sur les accords du Touquet, parce que ces migrants en question veulent aller au Royaume-Uni. Mais sur les accords du Touquet, si demain on transfère la frontière de l'autre côté, eh bien vous transformez finalement notre pays en une autoroute ininterrompue. Et on le sait très bien, c'est-à-dire qu'en réalité, on se dira qu'on peut traverser le pays beaucoup plus facilement. Donc la question, c'est celle des demandes de droit d'asile dans les pays d'origine. C'est la question de cette demande qui doit être faite dans les ambassades, dans les consulats des pays d'origine, du durcissement du droit d'asile. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus exigeant sur le droit d'asile, qui est un droit individuel, qui n'est pas un droit collectif. On n'accueille pas des centaines de millions de gens liés à cela. C'est une appréciation. C'est finalement le pacte asile et migration qui a été adopté au niveau de l'Union européenne, où l'examen du droit d'asile se fait aux frontières de l'Europe. Non, parce que dans le pacte asile-immigration, vous avez la répartition des migrants et vous avez en fait l'organisation. Ça, c'est un autre aspect du texte. Vous avez l'organisation d'une logique d'accueil. Nous considérons que nous ne pouvons plus accueillir. Donc, il faut s'en donner les moyens. Il faut, je crois d'ailleurs que ceci fait assez consensus dans la population française. Les Français vous répondent très majoritairement, quand on les interroge, sur le fait qu'on ne peut pas accueillir davantage d'immigration dans notre pays. Donc je pense qu'il faut être ferme là-dessus, il faut se donner les moyens d'une politique migratoire, il faut effectivement, ça fait partie de nos propositions, que le levier de la politique d'immigration soit un levier national, que les Français puissent décider de qui arrive, qui se maintient, qui a le droit à quoi dans notre pays. C'est évidemment très éloigné de ce qui se passe aujourd'hui. Dans l'Union européenne, c'est pas possible. En parlant des Britanniques, les députés ont voté une loi très discutée qui prévoit de sous-traiter les questions migratoires à un pays tiers, le Rwanda. Les candidats d'asile, sur la base du volontariat, se voient offrir l'équivalent de 3 500 € à condition de partir au Rwanda dans l'attente du traitement de leur demande. Sur le principe, au RN, vous dites quoi ? Non, mais ce n'est pas ce que nous défendons. Alors, c'est de la politique, j'allais dire, nationale britannique. Je ne crois pas qu'elle soit contraire au droit international. C'est un État souverain. Il mène les politiques qu'il veut en matière d'immigration. Ce n'est pas ce que nous défendons. Nous défendons, comme je vous l'ai dit, que les demandes du droit d'asile se fassent dans les pays d'origine, de durcir le droit d'asile et d'avoir des accords. Après, quand il y a la guerre, c'est dur de demander l'asile. Non, parce qu'il y a des pays tiers. Il y a des pays tiers à côté. Quand vous quittez votre pays pour un autre, vous traversez d'autres pays, et c'est dans ces autres pays là que vous pouvez éventuellement émettre une demande de droit d'asile. Mais nous considérons qu'aujourd'hui le droit d'asile, il est dévoyé. Nous accueillons, il y avait, je crois, près de 150 000 demandes encore de droit d'asile l'année dernière sur notre pays. 90% de ces demandes, mais tous sont pas acceptés. Non, mais 90% sont refusés, mais tout le monde reste là. On n'a jamais eu si peu d'exécutions d'OQTF depuis 10 ans. Les chiffres qui sont tombés. Vous vous rappelez de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron qui nous disaient on va vers 100% d'application des OQTF. On n'en a jamais eu aussi peu depuis 10 ans. Donc, il y a eu le Covid entre-temps. Non, c'est hors période de Covid, évidemment. Je vous parle des chiffres de cette année. Donc on voit bien qu'on a un gouvernement qui est extrêmement faible sur la réponse, qui ne veut pas s'y attaquer. Mais pourquoi ? Parce qu'il voit l'immigration comme un projet. Et encore une fois, le vote du 9 juin, les élections européennes, la liste de Bardella, c'est aussi une réponse à cette question migratoire que nous voyons non pas comme un projet, mais comme un problème. Sébastien Chenu, dans l'actualité cette semaine, avant même leur grève qui s'annonce massive demain, les aiguilleurs du ciel menacent de paralyser le trafic aérien pour les ponts des 8 et 9 mai, 2 jours fériés qui s'enchaînent. Vous êtes toujours opposé à l'encadrement du droit de grève ?
Oui, moi je suis attaché au droit de grève. Je pense que le droit de grève, il est constitutionnel. Je pense qu'il ne peut pas être remis en cause pour une actualité telle que celle que vous décrivez. Là, c'est quoi? On a un échec des négociations annuelles à Air France, et donc il y a une menace de droit de grève. C'est pas Air France, c'est la DGAC, c'est la direction de l'aviation civile. La direction de l'aviation civile. Donc, les négociations vont reprendre, mais moi je suis attaché à ce droit de grève, et je pense que autant sur le fait de devoir l'annoncer, on avait voté, je crois, une proposition de loi qui nécessitait de pouvoir annoncer le droit de grève à l'avance, mais le fait de le sanctuariser me semble nécessaire, y compris d'ailleurs il y avait eu le débat sur faut-il interdire le droit de grève sur certaines périodes. On pourrait peut-être à la limite ça y réfléchir si ce n'est pas le gouvernement qui impose ces périodes, si ça ne vient pas d'en haut, évidemment. Là, en l'occurrence, la période, vous avez bien compris, il y a les Jeux Olympiques qui approchent, et donc ça donne un levier important de négociation. Non, mais moi j'en appelle évidemment aussi à l'esprit de responsabilité des salariés qui se mettent en grève, parce que sinon ils donnent des arguments pour se faire battre. Enfin, ils donnent des arguments pour rendre les Français totalement hostiles à leurs revendications. Donc j'appelle évidemment. Ils donnent aussi évidemment des moyens de pression pour pouvoir négocier. Bien sûr, mais ça fait partie. Mais évidemment, ça fait partie du jeu, faire grève pour défendre ses intérêts, pour essayer d'augmenter son pouvoir d'achat, d'augmenter ses salaires. Mais ça, on peut le comprendre. Qui ne le ferait pas dans les populations qui peuvent le faire? Maintenant, à la SNCF, c'est un petit peu différent. On est sur le contournement, là aussi, de la loi sur les retraites. Et quelque part, tant mieux. Cette loi, elle est injuste. Donc, que des gens puissent... Vous n'interprétez pas ça comme un détournement de la réforme des retraites? C'est le contournement de la réforme des retraites, mais au bénéfice des salariés. Mais la SNCF le dit très clairement. Il s'agit d'un investissement pour la SNCF, parce que ça fait autant de gens qui n'iront pas se mettre en arrêt maladie, autant de gens qui n'iront pas cesser de travailler quand arrivera la fin plutôt de leur carrière professionnelle. Donc la SNCF le dit très bien. Pour nous, c'est plutôt un investissement, car on gagnera de l'argent avec ça. Vous, ça vous choque pas? Non, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est l'état du réseau SNCF, c'est la suppression des lignes, la fermeture des gares, dans lesquelles... On dira que c'est autant d'argent pour les cheminots qui n'est pas investi dans lequel l'État a une forte responsabilité. Sébastien Chenu, on vous retrouve juste après le Fil Info. Il est 8h50. Mathilde Romagnan. Moins de paperasse, c'est ce que promet Bruno Le Maire aux chefs d'entreprise. Le ministre de l'économie présente ce matin un projet de loi de simplification en Conseil des ministres, avec par exemple un bulletin de paye plus simple. Il passera de 55 à une quinzaine de lignes. La Cour de cassation se prononce aujourd'hui sur l'affaire Fillon. L'ancien Premier ministre et son épouse contestent leur condamnation par la Cour d'appel de Paris pour emploi fictif à l'Assemblée nationale. L'affaire avait éclaté lors de l'élection présidentielle de 2017. François Fillon était alors candidat. La nouvelle direction de Casino annonce ce matin la suppression nette de 1293 postes au sein du groupe. Elle promet aussi qu'1 millier d'emplois seront préservés au siège historique du groupe de grande distribution à Saint-Étienne. Des centaines de personnes sont attendues aujourd'hui à Grande-Synthe, dans le Nord, pour les obsèques de Philippe. Le jeune homme de 22 ans a été tué il y a 10 jours après une agression dans cette ville. Et dans cette affaire, 2 mineurs de 14 et 15 ans sont mis en examen pour assassinat. France Info. Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le député RN du Nord, Sébastien Chenu. Dans l'actualité aussi, à Béziers, Robert Ménard a décidé d'instaurer un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans dans 3 quartiers prioritaires, dont le centre-ville historique. Et ce, jusqu'au 30 septembre. Ça couvre donc tout l'été. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi, je fais confiance aux maires, en général, pour savoir apprécier la façon dont il faut, évidemment, gérer un éventuel couvre-feu. Je le dis parce que pendant les émeutes à Denain, il y a eu un couvre-feu et j'ai trouvé que ça avait du sens pour des mineurs, effectivement, pendant les émeutes. Maintenant, il y a la période hors émeute et c'est là où je dis je fais confiance aux maires pour savoir apprécier. On ne va pas continuer à enlever des pouvoirs et des prérogatives aux maires qui sont les mieux placés pour savoir si, dans certains quartiers, à certaines périodes, Béziers est une ville qui vit beaucoup plus l'été, évidemment, qui a un afflux touristique, eh bien, je fais confiance de temps en temps, ça arrive à Robert Ménard, en tous les cas, à lui et au maire en général, pour savoir apprécier un couvre-feu tel que celui-ci. Robert Ménard justifie sa décision par, je cite, une aggravation du nombre de faits, notamment de violences urbaines, donc il fait référence pareil aux émeutes, mais sans donner de chiffres pour ce qui se passe habituellement à Béziers. C'est pas problématique ça, qu'un élu de la République prenne des décisions de privation de liberté, clairement,
sans s'appuyer sur des chiffres concrets. Mais sur on un a des constat, chiffres, la proportion. objectif. Non, on a des chiffres. La proportion des auteurs d'actes délinquants était, je crois, de 20% de mineurs lors des émeutes. Il y a des chiffres qui sont sortis. On parle là encore des émeutes. Mais là, oui, par mais exemple, non, mais si je vous donne la première photographie de la délinquance et de l'insécurité qui vient de tomber, là, publiée pour le début 2024 par le ministère de l'Intérieur, les moins de 13 ans ont représenté 2% des mises en cause dans les atteintes aux personnes, 1% des mises en cause, dans les pour les émeutes, vols. c'était autre chose, mais c'est pour ça que je dis que ce sont les maires qui savent le mieux apprécier ça, et on n'apprécie pas ça forcément uniquement avec des chiffres. Vous l'avez dit, ce sont dans 3 quartiers de Béziers, c'est pas dans toute la ville. Donc ça veut dire qu'il y a des points de fixation parfois de la délinquance, il y a des périodes de fixation, il y a des populations qui sont parfois plus enclines chez les mineurs, des mineurs en particulier, à participer à ces exactions. Un maire est le mieux à même de l'apprécier, et je crois que la difficulté, ce serait que ce ne soit pas le maire, au contraire, qui le gère. Ça fait partie des pouvoirs de police du maire, et moi j'y suis plutôt attaché. Sébastien Chenu, l'un des assistants parlementaires du député européen allemand Maximilian Krah, a été arrêté hier en Allemagne. L'affaire fait grand bruit. Il est soupçonné d'espionnage au profit de la Chine. Maximilian Krah, c'est la tête de liste de l'AfD, parti classé à l'extrême droite en Allemagne, qui est allié du Rassemblement national, votre parti au Parlement européen. Est-ce que vous êtes sûr de votre allié ? Écoutez, j'allais dire, on va voir à la lumière des choses. S'il y a une enquête, on verra bien. En France, on a eu la même chose. Vous savez, il y avait le député Buontan, député Renaissance, qui a été élu en 2017, réinvesti en 2022, qui est présenté comme un relais quasiment officiel de la Chine, de l'espionnite chinoise. Et est-ce que vous êtes sûr, vous, au Rassemblement national, l'a réinvesti, et il a été battu d'ailleurs par Madame Rousseau. Je ne sais pas si on a gagné au change, mais en tous les cas, c'était visiblement dans le 13e arrondissement de Paris, pas terrible comme façon d'être représenté. Donc je me méfie toujours de ceux qui viennent. Oui, là c'était un député Renaissance, il a siégé en même temps que moi en 2017. Donc je me méfie toujours de ceux qui viennent donner des leçons et qui ont beaucoup à se faire reprocher. Mais est-ce que vous êtes sûr, vous, au Rassemblement national, que vous ne pouvez pas être concerné par ce type d'affaires ? On va voir. Moi, sincèrement, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce dossier. Évidemment, on a des divergences aujourd'hui avec l'AfD sur un certain nombre de dossiers. Oui, qui s'accumulent. Oui, là, du coup. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir qui peut faire... J'allais dire un peu la loi dans un groupe patriote demain au Parlement européen. Si les Français envoient une trentaine de députés du Rassemblement national, on sera en position de force dans ce groupe, et on pourra, je crois, définir davantage la ligne directrice qui doit nous mobiliser. Ça veut dire que vous continuerez de siéger avec l'AfD on va voir le nombre d'élus qu'ils ont du Parlement européen. Mais on va voir le nombre d'élus qu'ils ont, on va voir sur quelle ligne ils sont. Moi, j'ai pas de problème à siéger avec des gens qui ont des divergences avec nous sur leur politique nationale. On n'est pas là pour avoir les mêmes politiques nationales, pas de problème. Il y avait l'idée de remigration chez eux. On est totalement en désaccord avec ça, mais si vous voulez, on a le droit d'avoir des sur désaccords l'international, sur les politiques par exemple, nationales. l'AfD dit que prône la restitution de Mayotte, département français, aux Comores. On est, et Marine Le Pen l'a dit, totalement en désaccord avec ça. Mais c'est bizarre que ça tombe d'ailleurs aussi maintenant. J'avais jamais entendu parler l'AfD des Comores. Mais c'est le cas dans tous les groupes. Regardez, Renaissance, ils ont voté pour une présidente du Parlement européen qui est anti-avortement. Visiblement, ils cohabitent. Elle s'est défendue après. Elle s'est défendue après, oui, mais d'accord, mais enfin, il ne faut pas leur trouver des circonstances atténuantes. Je veux dire, ils ont voté pour elle, elle est devenue présidente du Parlement européen. C'est pas une sous-fifre. D'accord, mais oui, mais il faut toujours le faire dans un contexte global. Nous, on a des désaccords avec l'AfD qui sont marqués, que Marine Le Pen a même écrit à la présidente de l'AfD. On verra après les élections européennes sur quelle base on peut travailler ou pas ensemble. Alors Jérôme parlait de Mayotte, justement, le tout nouveau venu dans la liste de Jordan Bardella, le Mahorais Saïd Ali Bouana Amissi, a qualifié les migrants comoriens de vermine, de cafards aussi, dans des messages diffusés sur les réseaux sociaux. Il a exhorté les Mahorais à, je cite, éradiquer ce fléau migratoire, cette vermine qui nous ronge jusqu'à l'os. Clairement, est-ce qu'il peut être votre candidat ? Bon, c'est un candidat qui, d'ailleurs, c'est un monsieur qui était à la CGT, c'est monsieur Hamidi. Là, c'est votre candidat. Oui, il vient d'un autre univers politique, dans un contexte aussi très particulier. Moi, je ne suis pas fan de ce genre d'expression, encore une fois. Mais la liberté d'expression, elle est bordée par la loi dans notre pays. Donc, si monsieur Hamidi doit s'exprimer ou franchit le cadre de la loi, eh bien, il devra s'en expliquer. Sinon, pour lui, comme pour LFI tout à l'heure, je ne suis pas pour qu'on mette ces gens-là devant des tribunaux, évidemment. Non mais pardon, mais
Vous êtes un responsable politique, Oui. vous êtes un responsable du Rassemblement C'est pour ça que national. je vous ai dit, je ne suis pas favorable à ce mode d'expression. Il vous choque ces propos? Oui, il me choque, mais le contexte dans lequel Monsieur Hamidi vit me choque encore plus. Donc on peut dire que lorsque vous poussez les gens à bout, et à Mayotte, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a poussé nos compatriotes mahorais à bout. Au bout du rouleau. Ils se font attaquer à coups de machette, ils sont débordés par une immigration comorienne. Ce contexte, évidemment, ça peut potentiellement expliquer, voire excuser les propos d'un... J'ai pas dit excuser, et je ne le dis pas. C'est pour vous faire préciser. Et je ne le dis pas, mais je dis qu'évidemment, dans des contextes, quand on met les gens à bout, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'une expression soit un peu verte. Pardon Sébastien Chenu, mais il n'y a pas que son expression vis-à-vis des migrants comoriens. Il y a aussi sa vision de la femme aussi, la femme soumise qu'il revendique. Il y a aussi... c'est pas ce qu'on défend. Ce qu'il pense de Vladimir Poutine, tout ça, ça va dans votre sens. C'est pour ça qu'on va regarder avec attention ces déclarations, probablement rappeler à ce monsieur qui est potentiellement candidat. Potentiellement, donc il n'est pas candidat. Oui, la liste n'est pas déposée. Donc ça peut changer. Annoncé, Marine Le Pen. Ça peut changer. Elle a annoncé qu'il y aurait un candidat mahorais sur la liste. Il y aura un candidat mahorais sur notre liste aux élections européennes. Ça peut ne pas être lui. Il y a plusieurs possibilités. Il était probablement le mieux placé pour ça. Il est le mieux placé pour ça puisqu'il était notre responsable local. On va voir si, effectivement, à la lumière de ce qu'il dit, les choses sont possibles ou pas. Vous savez, nous sommes des gens pragmatiques. Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, vous étiez notre invité ce matin sur France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, le programme des Informés dans 5 minutes. Convocation à la police pour la France Insoumise, plainte contre Fabrice Leggeri du Rassemblement National. Assiste-t-on à une judiciarisation de la vie politique en pleine campagne des européennes? C'est la question qu'on se pose ce matin dans les Informés avec Renaud Dely. On en parle juste après le journal. À tout de suite sur France Info.